Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose pas de frissonner, enfin vous faites ce que vous voulez, mais moi je teste un genre de vidéo un petit peu différent, j'espère que ça vous plaira aussi. Je vais tenter de garder ma neutralité et mon esprit critique, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, sans doute. Je m'expose forcément à des critiques, dans tous les cas j'ai très envie d'entendre votre avis sur la question. Voilà, aujourd'hui on va parler de voyage astral. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le voyage astral ? C'est un petit peu compliqué d'y répondre puisque on ne sait pas réellement ce qu'expérimentent les voyageurs astraux, mais selon la philosophie ésotérique moderne et un certain nombre de religions, déjà le corps il serait pas composé uniquement de deux couches, corps astral et corps physique, mais de 7 couches. Et la définition qu'on trouve sur internet, c'est le voyage astral est une expression de l'ésotérisme qui désigne l'esprit qui se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et explorer librement l'espace environnant. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Plus simplement, il s'agirait d'un voyage de l'esprit lorsque le corps est endormi, donc l'esprit s'échappe pour aller visiter l'espace physique proche ou plus lointain, voir d'autres dimensions, voir d'autres temporalités, voire même d'autres planètes. Et pour se prouver que ce n'est pas un rêve, les voyageurs se lancent des petits défis comme essayer de bien regarder un objet qu'on connaît mal dans la pièce d'à côté par exemple. Alors est-ce que c'est dangereux ? Certains disent que non. La plupart disent que oui. Il ne faudrait pas trop s'éloigner de son corps, sans quoi on risquerait de briser le lien entre son âme et son corps physique. Il faudrait aussi prêter attention aux entités qui peuplent le monde astral et qui se nourrissent d'émotions et d'énergie. La plupart des voyageurs astraux disent avoir fait de mauvaises rencontres, des rencontres terrifiantes. Je vais venir après. Mais alors est-ce que c'est réel ? Je trouve que la question elle mérite d'être posée. Honnêtement, quand j'ai mené mes recherches sur internet, j'ai vu tellement de vidéos, de messages, de communautés extrêmement étendues et extrêmement fortes, et surtout la teneur des témoignages qui à aucun moment ne remettait en question l'existence du voyage astral, que je me suis vraiment mise à douter. Est-ce que j'avais manqué une annonce officielle du corps scientifique, ou est-ce que j'ai mal compris les témoignages et en fait ils sont tous d'accord pour dire qu'il s'agit de rêves ? D'ailleurs, plusieurs professionnels affirment que ça a été reconnu par les scientifiques comme une faculté du corps, qui en plus serait accessible à tout le monde. Je pense notamment à Cécile Calichon, qui est thérapeute et coach de vie, qui a fondé l'école de thérapie intuitive. Il y a autant de magazines connus également, comme Femmes Actuelles, comme Au Féminin. Ça a l'air d'être une communauté à tendance féminine, mais aussi le magazine Voici, même France Culture qui a consacré une émission à ça, ou encore WikiHow qui te détaille entièrement les méthodes pour accéder au voyage astral. Il y a aussi un subreddit qui compte pas moins de 300 000 abonnés qui parlent librement de leurs expériences. Et il y a aussi de nombreux livres sur le sujet, ça depuis longtemps. Bref, les voyageurs astraux sont nombreux. Les règles, elles sont d'ailleurs connues de tous. On ne vole pas au-dessus des zones interdites, comme la zone 51 par exemple, parce que le gouvernement serait au courant que le voyage astral existe et que des petits plaisantins s'y aventurent la nuit. Et ils ont alors mis des barrières astrales. Ça frôle le complotisme, puisque ça suppose la complaisance des institutions publiques, mais je trouve que c'est quand même différent, c'est vraiment un monde à part. J'ai même vu passer des posts Reddit où les gens auraient fait l'expérience de la police astrale. Voilà. Il faut connaître la règle aussi du fil d'argent. Alors celle-ci, elle n'est pas universelle. Historiquement, on disait qu'il ne fallait pas trop s'éloigner pour ne pas briser le lien entre son âme et son corps, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, apparemment, on peut aussi bien s'en foutre et partir carrément dans une autre galaxie. Donc, outre certaines règles, il n'y a pas vraiment de limite. On peut voyager dans d'autres dimensions, différentes timelines, on peut même s'infiltrer dans l'infiniment petit, incarner à soi l'univers. J'ai pu consulter un livre très riche qui s'appelle Le Manuel clinique des expériences extraordinaires, qui recense 6 environnements différents dans les voyages astraux. Le monde matériel, donc celui qu'on connaît, la personne qui va explorer la pièce d'à côté par exemple. Le monde mi-matériel, mi-psychique. On a par exemple l'expérience de quelqu'un qui disait qu'elle avait exploré le pied d'une chaise.
On a le monde ésotérique ensuite, donc là je pense que c'est le monde dans lequel les gens commencent à rencontrer d'autres entités, d'univers parallèles typiquement. Ensuite, le niveau des esprits, là c'est quand les personnes revoient des défunts, des personnes qui sont décédées dans leur entourage. Le domaine de la lumière, là je crois qu'on est carrément dans une autre dimension. Et enfin, l'état de communication avec la source ou la conscience universelle. Il y a des histoires assez effrayantes aussi, j'en vois beaucoup passer. On a des personnes qui auraient croisé des entités qu'elles disent démoniaques, essayant de s'emparer de leur corps, de retenir leur corps astral. Beaucoup d'entités aussi qui prenaient une forme animale comme le serpent ou le cheval, aux mauvaises intentions forcément. Des personnes donc, qui se sont senties violemment attaquées, leur corps physique étant menacé alors qu'elles étaient encore dans le monde astral. Tout ça, c'est important sans forcément être capable de voir le démon en question, mais en pouvant néanmoins percevoir sa présence grâce à d'autres sens. J'ai aussi vu un phénomène qui est particulièrement récurrent, le sexe dans l'astral. Il y a des milliers de posts Reddit qui parlent de sexe avec des entités, avec soi-même. Donc là, je prends la casquette du sexologue. Il semble que ces expériences placent les gens dans un état de sensibilité extrême ou de lâcher prise peut-être qui permet d'évacuer les tensions sexuelles au cours de la journée. C'est aussi l'hypothèse qu'on a pour les orgasmes qui se produisent dans le sommeil. Donc c'est assez fascinant à quel point les gens parlent d'une expérience sexuelle, mais genre, un post par jour quoi. Alors vous allez me dire, c'est des trolls. Honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, pas une partie significative. Parce qu'ils sont trop nombreux, parce que c'est une communauté ultra solidaire. En fait, il y a énormément de forums de discussion où les voyageurs échangent leurs conseils, leurs expériences. Et non, ça n'a jamais été validé par le corps scientifique, malgré ce qu'inventent certains. Mais il est vrai qu'une tranche de chercheurs est partisane de la théorie exosomatique, qui consiste à dire qu'une forme d'énergie est capable de s'extraire du corps, mais qu'on n'a pas encore les moyens techniques pour la déceler. C'est une école de pensée. Alors, quelle est la véritable expérience que font les voyageurs astraux ? On va y venir. Déjà, je voulais faire un petit topo sur les méthodes. Comment on fait ? C'est très simple. En tout cas, sur le papier, c'est très simple. Il y a deux méthodes les plus populaires. La première, se placer dans un état méditatif profond. Donc on s'allonge sur son lit, on chasse toutes les pensées parasites et on se concentre sur chaque membre de son corps, comme pendant la méditation en pleine conscience. Pour à la fois le sentir et le visualiser pleinement, on essaie ensuite de déplacer certains membres de son corps, non pas physiquement, mais avec l'esprit. Et puis dès qu'on sent qu'on s'apprête à tomber dans le sommeil, on s'accroche aux vibrations, très important cette étape, ressentie dans son corps, et puis si on a de la chance, ça fonctionne. Et deuxième méthode, plus facile pour les débutants, on essaie de déclencher un rêve lucide, et pendant le rêve, on se jette sur le ventre, et hop, on atterrit dans le monde astral. On conseille aussi sur pas mal de sites de prendre des hallucinogènes comme la kétamine, on imagine très bien pourquoi ça peut fonctionner, ou une autre méthode dont on entend énormément parler et qui peut être couplée avec la méthode de la méditation, diffuser dans des écouteurs des sons binauraux de type hémisync, c'est-à-dire de synchronisation hémisphérique. J'ai vu aussi dans certains témoignages que la paralysie du sommeil pouvait être une porte d'entrée intéressante, puisque on est toujours dans une phase de sommeil paradoxal et que un des seuls moyens de mettre fin à cet état d'angoisse maximale, si ce n'est attendre, c'est d'essayer de se détendre, de méditer pour éventuellement arriver à se rendormir et que ça aboutisse à un rêve lucide. Alors, personnellement, j'ai fait énormément de paralysie du sommeil pendant mon adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Franchement, on a juste envie de se réveiller en fait. C'est une délivrance, c'est limite perçu comme quelque chose de vital. Donc, je suis assez sceptique sur ce genre de conseils. Alors, j'ai évidemment essayé ces méthodes, mais je me suis endormie. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Bon, je vous propose, pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, de faire des rapprochements avec des pathologies connues ou des expériences un petit peu insolites qui sont connues pour le coup des scientifiques
pour essayer de comprendre quels pourraient être les mécanismes en jeu dans le voyage astral, notamment, puisqu'on en parlait, la paralysie du sommeil. Donc beaucoup de ces voyageurs disent que lorsqu'ils se voient au-dessus de leur corps, ils n'ont pas accès à leur système musculaire et par conséquent ils ne peuvent pas bouger. Alors l'explication de la paralysie du sommeil, c'est un trouble du sommeil qui arrive soit à l'endormissement, soit au réveil, qui se présente comme un réveil prématuré, c'est-à-dire que la conscience est éveillée tandis que les muscles sont encore endormis. La première cause, c'est l'anxiété ponctuelle ou chronique, mais on retrouve aussi le traumatisme ou la dépression. Juste pour replacer dans son contexte, plus de la moitié des gens qui ont expérimenté la paralysie du sommeil ont décrit une forme d'expérience de mort imminente. Juste pour dire que c'est pas quelque chose de marrant. Or, dans la paralysie du sommeil, on peut expérimenter des hallucinations visuelles, auditives ou kinesthésiques. Kinesthésique, ça veut dire percevoir des vibrations dans son corps ou une sensation de lévitation. Et enfin, synesthésique, c'est-à-dire la sortie de corps. Voilà. Je précise aussi que l'expérience de la paralysie du sommeil, elle est quasiment toujours accompagnée d'un sentiment de menace, comme si une personne se retrouvait dans cette pièce. Ça peut aussi prendre la forme d'une entité plus abstraite. Quoi qu'il en soit, il y a des formes de perception qui ne sont pas visuelles. Et alors ça, l'explication, c'est qu'apparemment l'esprit cherche à justement trouver une raison à cet état de paralysie, et donc il essaie de faire surgir une menace physique, par exemple une personne qui oppresserait le corps et qui nous empêcherait de bouger. Moi, c'est ce qui m'est arrivé la toute première fois que j'ai fait de la paralysie du sommeil, par exemple. Voilà, donc il faut savoir qu'une partie des gens qui se sont mis au voyage astral, ils l'ont fait pour sortir du cercle infernal de paralysie du sommeil qui leur pourrissait la vie. On a aussi l'expérience de mort imminente, puisque je viens d'en parler. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié là aussi, parce qu'on a une multiplicité de témoignages, notamment de personnes qui étaient dans le coma et qui, malgré tout, entendaient ce qui se passait autour, des choses qui pouvaient les concerner. Et entre les comas et les expériences de mort imminente, il y a des liens, et des personnes qui disent s'être trouvées dans une autre salle, avoir entendu des conversations par exemple. C'est vérifiable assez facilement, mais évidemment il n'y a que des témoignages, il n'y a pas d'études scientifiques sur l'authenticité de ces écoutes. En revanche, il y a des études qui montrent que chez certains patients, quelques secondes avant la mort, l'activité cérébrale elle était maximale. Mais il n'y a aucun consensus scientifique là-dessus, encore une fois. Autre chose qui n'est pas rigolote du tout, la dépersonnalisation. Alors environ 50% des gens ont ou vont expérimenter au cours de leur vie la dépersonnalisation. Alors on commence à parler de troubles de personnalisation des réalisations quand la personne ressent les symptômes suivants de manière récurrente: la sensation d'être détaché de son corps, d'être un simple observateur, mais aussi de voir le temps s'écouler différemment, soit très lentement, soit très rapidement. C'est un trouble neurologique qui peut arriver aussi à la suite d'un traumatisme ou d'une prise de drogue ou d'un stress chronique. On a aussi qui ressemble et qui selon moi pourrait potentiellement expliquer le voyage astral, mais ça va faire grincer des dents tout voyageur astral, puisque c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté, le rêve lucide. Ça aussi c'est scientifiquement explicable, quoique particulièrement fascinant et déroutant. C'est vrai que moi-même j'ai eu une période dans mon adolescence où j'essayais de développer ma capacité à provoquer des rêves lucides, et le peu de fois où j'ai réussi, l'expérience était incroyable. J'ai souvent essayé de me mettre à voler, à utiliser des pouvoirs magiques, à faire apparaître des objets ou des personnes. Donc la sensation elle est grisante. Mais je vous le dis en 2 mots, déjà ça peut vite devenir addictif, mais surtout c'est fatigant en fait. Parce que pour déclencher des rêves lucides, tu dois t'entraîner toute la journée à faire des tests de réalité, c'est-à-dire regarder ta main, regarder 2 fois l'heure, essayer d'utiliser ton téléphone, en gros faire des choses qui fonctionnent très mal dans les rêves pour que au moment où tu te mets à rêver, tu t'aperçoives tout de suite qu'il y a un problème et qu'il s'agit en fait pas de la réalité. Et puis au moment de dormir, tu fais tout pour rester dans un état de sommeil de surface, c'est-à-dire mettre des réveils toutes les 90 minutes, essayer de retenir ta conscience lorsque celle-ci t'échappe parce que tu tombes de fatigue, donc c'est pas reposant du tout. Mais il est important de noter que pendant les différentes expériences qui ont été menées, notamment dans les années 60-70, on a très vite pu constater qu'il y avait une différence majeure avec les rêves lucides. Parce que pendant nos rêves, on déclenche ce qu'on appelle le mouvement oculaire rapide.
C'est nos yeux qui sont en fait le seul muscle actif et qui suivent un peu les déplacements qu'on fait dans nos rêves. Or, ce mouvement oculaire rapide, il est absent des expériences de voyage astral. Et enfin, le shifting. Alors là aussi, on va faire un parallèle avec les rêves lucides, puisqu'en fait, il s'agit juste de ça, mais je trouve que ça a été beaucoup creusé. Donc, je ne sais pas si ça se pratique encore beaucoup. Il y a toujours des comptes TikTok qui sont alimentés, mais j'ai l'impression que la tendance, elle est passée. Juste après le Covid, il y a des adolescents, majoritairement, qui ont expérimenté cette sorte de rêve lucide dans un monde parallèle, principalement lié à la pop culture et très souvent à Harry Potter. Je dis pas ça parce que j'adore Harry Potter. Je les comprends, hein. Cela dit, ça fait presque envie. En gros, tu décris des vacances de rêve dans un monde imaginaire que tu as toujours fantasmé, avec des personnages que tu as toujours rêvé de rencontrer, dans lequel tu peux développer des pouvoirs magiques. Tu t'en tiens à un scénario que tu as rédigé toi-même. Donc c'est clair que ça fait envie. Et puis la méditation et l'auto-hypnose ont fait leurs preuves, hein. C'est plus sain que de prendre des drogues. C'est un moyen comme un autre d'échapper au stress quotidien. Mais comme le dit Dumbledore, ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Et on le voit sur les comptes de ces personnes, ça a vraiment tourné à l'obsession. C'est-à-dire qu'elles s'inventaient une autre vie à laquelle elles tenaient plus que leur propre vie, elles s'inventaient d'autres parents, une autre identité. C'était un phénomène sociétal. Et c'est aussi à cette période-là qu'on a recommencé à parler du voyage astral. Donc je pense qu'il y a des ponts qui se sont créés, et ce qui en fait initialement était comme un rêve ou un refuge dans l'imaginaire est devenu quelque chose d'ésotérique et de spirituel, et je trouve ça dommage, mais pas surprenant. Il y a une grosse tendance à l'ésotérisme ces dernières années chez les jeunes, peut-être que c'est un indice sur le mal-être de la génération Z dans cette société. En tout cas, les témoignages de shifting et ceux du voyage astral, pour moi, se ressemblent énormément. Alors que la communauté du voyage astral, pour le coup, est plutôt adulte. Alors, quels sont les mécanismes qui s'activent dans les différents cas ? Et que concluent les expériences scientifiques ? Bon, alors il y a plusieurs expériences qui ont été effectuées, assez peu en fait. Une en particulier par un biologiste et un psychologue français sur un homme qui prétendait faire du voyage astral à volonté. Donc ils ont placé 40 images dans une pièce inaccessible physiquement par cet homme, et il a réussi à deviner la nature de ces images à 7 reprises. Ils en ont conclu qu'il avait un don particulier, mais il faut quand même avoir en tête qu'il s'agit de 15% des cas dans lesquels il a réussi à trouver la nature des images. Voilà. Ça, c'est une expérience qui a été faite. D'autres expériences ont été menées pendant les années 80, et elles ont été tellement convaincantes que les services secrets se sont mis à recruter les dites personnes dans le cadre de missions, de renseignements. La conclusion de l'expérience menée plus récemment, c'est qu'il faut distinguer les voyages astraux qui sont provoqués par des pathologies de ceux qui ne sont qu'un état modifié de conscience. Et il a été démontré en laboratoire pendant l'expérience des psychiatres Gabar et Tim Love, grâce à des électroencéphalogrammes, que lors d'un voyage astral, le cerveau tourne avec des cycles beaucoup plus lents. Au-delà de ça, il y a surtout des théories scientifiques qui ont été émises pour démystifier ce phénomène. Il s'agirait, en fait, d'une forte désactivation du cortex visuel, c'est-à-dire la partie du cerveau responsable de générer des images. Et en fait, il y aurait une sorte de désynchronisation entre cette partie propre aux images et la mise en mouvement du corps. Voilà. Si vous vous demandez encore comment on désactive son cortex visuel, rappelez-vous ce que je disais au début, dans les méthodes qui permettent d'atteindre cet état de projection astrale, le fait d'écouter des sons qui vont modifier les cycles du cerveau pour le faire marcher plus lentement, ça a un nom, ça s'appelle l'auto-hypnose. Voilà, c'est ce qui se passe quand on est dans un état de veille. En fait, le cerveau, marche avec des cycles longs, c'est-à-dire qu'il tourne très lentement. Et là, en l'occurrence, les cycles se situent plutôt au niveau d'un état de demi-veille, c'est-à-dire, par exemple, comme quand on est pratiquement endormi et que le cerveau commence à raconter un peu n'importe quoi. Eh bien, se placer dans cet état particulier grâce à des sons binauraux, des ondes ou des vibrations, c'est de l'auto-hypnose. Il y a des tonnes de vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver qui diffusent ce genre de son. Il
faut toujours utiliser des écouteurs pour que ce soit un son dans une oreille, un son dans l'autre. Voilà, apparemment ça touche vraiment de manière efficace certaines zones du cerveau. J'ai jamais essayé personnellement, ça me faisait un petit peu peur. Et si tant est qu'il ne s'agit pas d'auto-hypnose dans certains cas, on peut aussi évoquer le phénomène de l'autosuggestion. Ça, c'est vrai qu'ils le disent souvent aussi dans les méthodes. Il faudrait se répéter toute la journée qu'on va y arriver, qu'on va y arriver. C'est aussi ce qu'ils font pour les méthodes du shifting, un peu comme la méthode Coué en fait. Parce que oui, il y a quand même un point commun très fort entre tous les voyageurs astro professionnels, c'est qu'ils l'ont voulu. Sauf évidemment dans le cas des expériences de mort imminente, où pour le coup il s'agirait peut-être d'un mécanisme un petit peu différent. Il s'agirait donc d'un dysfonctionnement de la jonction temporopariétale. On le sait parce que quand on stimule électriquement cette zone du cerveau qui se situe donc entre le lobe temporal et le lobe pariétal, le cerveau va alors générer une image délocalisée de soi, devant ou derrière. On a pu reproduire cette expérience en laboratoire, d'ailleurs c'était au cours de recherche pour l'épilepsie, donc ça s'est fait un peu par hasard, en 2004, et dans un cas sur 3, la personne, au lieu de se reconnaître, pensait qu'il y avait une présence sombre derrière elle, ce qui pourrait expliquer aussi certains témoignages qu'on peut voir. Il y a d'autres scientifiques qui attribuent le voyage astral tout simplement à des rêves lucides. Et pour finir, on a un psychologue, le professeur Harvey J. Howing, qui lui pense qu'il s'agirait en fait d'un processus synesthésique. Vous savez, c'est quand on associe plusieurs sens ensemble, c'est très utilisé dans les mouvements artistiques, il y a certains artistes qui disent qu'ils sont capables de faire de la synesthésie, mais il faut savoir que c'est aussi un vrai dysfonctionnement du cerveau qui intervient par exemple chez les autistes, notamment les autistes Asperger, qui sont donc capables par exemple d'entendre une note de musique quand ils écrivent une lettre ou de voir tout un tas d'arc-en-ciel. Et bien c'est justement dans la jonction temporopariétale que ça se passe. C'est là qu'on arrive à associer les sens physiques de toucher et d'équilibre qui nous donnent ce qu'on appelle la proception ou la conscience de soi. Si ces sens sont en désordre, bah forcément ça va provoquer une impression de dissociation de son corps avec son esprit et on peut imaginer que ça puisse expliquer les voyages astraux. Alors, les vrais problèmes. Certes, ça aide à donner du sens à sa vie, probablement, ça aide à relativiser. Je pense aussi que ça donne un sentiment de liberté et de puissance illimitée. Ça se présente aussi comme quelque chose de très réaliste, on possède ses 5 sens, on est capable d'interagir avec les éléments extérieurs, mais pas seulement, on est aussi capable de les contrôler. Donc oui, ça doit permettre de décompresser, de se sentir beaucoup mieux dans son corps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'après une expérience de voyage astral, ils ont l'impression que leur vie avait complètement changé, dans le sens positif. Le vrai problème pour moi, c'est que ça peut vite dériver à la secte. Voilà, j'ose le dire. Toutes ces écoles qui vous permettent de développer vos pouvoirs magiques, c'est hyper dangereux en fait. Alors il y a des personnes qui sont ouvertes à certaines formes de croyances et qui cherchent à échapper à la monotonie du quotidien, ou des personnes qui sont juste anxieuses et dépressives et pour qui les thérapies psychologiques classiques n'ont pas fonctionné, et qui vont aller payer des cours dans une école. Alors attention, une école, voire une académie, c'est ce que j'ai pu trouver sur internet, hein. On parle même pas d'une institution paramédicale, on parle d'une personne qui va vous donner les enseignements contre rémunération pour développer vos capacités surnaturelles. Et ils en profitent beaucoup. Alors il y en a plusieurs, hein. Souvent elles sont tenues par d'anciens psychologues qui ont décidé de s'écarter de l'enseignement classique. Ça va de l'enseignement de la magie à la méditation transcendantale, à la respiration holotropique. La respiration holotropique, c'est une technique dans laquelle il s'agit de pousser la personne à hyperventiler, de sorte que le cerveau manque d'oxygène, et ça peut donner des vertiges et des hallucinations. Le but étant de mettre la personne dans un état de conscience altéré qui fait ressortir les traumatismes et le stress. Normal étant donné la quantité de cortisol qui doit être sécrétée pendant ces séances. C'est dangereux et ça peut occasionner des complications sévères, sachant qu'à partir d'un moment, certaines zones du cerveau ne sont plus irriguées correctement. Donc
Voilà, par la suite, ces gens sont persuadés que tout ce qu'ils voient dans leurs rêves doit être interprété comme un signe, et ils vont payer des gourous qui semblent détenir la connaissance absolue, en qui ils vont placer leur confiance, et qui en plus ont le mérite de se battre contre les méchants scientifiques qui font partie du complot. Bref, je vous donne pas la définition de la secte, mais pour moi, c'est ça la dérive potentielle. Le pire étant que j'ai vu certaines personnes qui partageaient ce type de savoir avec leurs enfants. Voilà. Après, j'ai lu des témoignages. Il y en a qui ont rencontré des personnes qui voulaient les convaincre de s'engager dans l'armée. Beaucoup ont vu des défunts parler avec leurs animaux, ça c'est hyper fréquent. Tant mieux si ça leur fait du bien, c'est clair, je vais pas m'y opposer. Apparemment, c'est une expérience assez bouleversante. Mais voilà, pour moi, s'il y a un danger, c'est celui de s'enfermer dans une croyance sectaire. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre, dites-moi si vous préférez le format précédent. J'ai pas du tout envie de m'arrêter de faire des vidéos plus historiques, hein, j'adore ça d'ailleurs. Mais voilà, j'avais envie de m'essayer à un genre nouveau. En plus, je trouve que c'est hyper vaste, j'ai pas du tout exploré. J'ai mis vachement de temps à sortir cette vidéo, parce que j'ai été pas mal occupée. Pour la prochaine, je vais essayer d'être plus rapide. Et pour la suivante, pour le coup, je vais essayer de faire un format plus long. J'aimerais bien m'attaquer à une vidéo de type 1 heure, parce qu'il y a des sujets que j'affectionne particulièrement et dans lesquels j'ai envie d'aller très en profondeur. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant la vidéo et en m'écrivant des commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci, ciao!